Bonjour et bienvenue au podcast de la Corporation de développement communautaire Action Solidarité Grand Plateau, la table de développement social du quartier Plateau-Mont-Royal. Mon nom est Guillaume Grenon et j'animerai pour vous les épisodes de ce nouveau projet de podcast de quartier. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une élue, Joséphina Blanco, qui est conseillère d'arrondissement du district de Lorimier. Nous allons discuter ensemble d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre au printemps 2020, le racisme systémique. On va notamment parler du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal, l'OCPM, sur le racisme et la discrimination systémique à la ville de Montréal. Joséphina, merci d'avoir accepté l'invitation de participer au podcast du Grand Plateau. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très contente d'être avec vous ce matin. Super. Avant qu'on se lance là, dans le sujet d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne peut-être quelques minutes avant pour parler un peu de toi. Tu es né et tu as grandi en Argentine. Tu as par la suite vécu en Espagne et aux Pays-Bas, où tu as notamment commencé une carrière en travail social. Tu es arrivé au Québec en 2010, je pense, où tu as poursuivi ta carrière dans le domaine du travail social. Et en 2017, tu as été élue conseillère d'arrondissement pour le district de Lorimier, donc au sein de l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours de vie, de ce qui t'a amené vers le Québec, de ton expérience dans le domaine du travail social et de ce qui t'a attiré vers la politique municipale? Oui, bien sûr. Mais comme tu l'as bien dit, j'ai quitté l'Argentine quand j'avais 20 ans, dans une période très difficile pour le pays. Ce n'était pas non plus nécessairement à cause de la crise qu'on traversait que je quittais l'Argentine, mais j'avais envie de vivre ailleurs, d'avoir une autre expérience. J'avais un passeport européen, je ne peux pas le cacher. Je suis de racines italo-argentines, chose qui aide énormément quand on veut aller vers l'Europe. Et donc, je suis partie, puis je suis tombée immédiatement en amour avec l'Europe, en amour avec l'Espagne, avec Madrid. Puis les premières années, je travaillais dans le domaine de la communication. J'avais commencé mes études en communication en Argentine. J'ai eu la chance de travailler rapidement en Espagne dans une grande boîte de communication en télévision. Et dans un moment donné, je me suis rendu compte que j'aimais ça, mais que je voulais faire quelque chose dont j'allais être encore plus fière. J'ai eu la chance de travailler rapidement, je dirais, à un autre niveau, de devoir travailler avec plein de départements et directeurs différents, avoir la responsabilité de certains budgets, faire atterrir des projets. J'aimais ça, mais je me suis dit, si je peux faire ça pour la télévision, pour un produit qui à ce moment-là, c'était super, mais ça ne me remplissait pas du côté de mes valeurs et mes convictions profondes. Je me suis dit, j'aimerais pouvoir le faire pour des causes pour lesquelles je suis plus fière. Et donc, à ce moment-là, je cherchais à faire du bénévolat, mais tout était professionnel. Tout ce qu'il cherchait, c'était professionnel, et j'avais laissé mes études de côté. Je me suis dit, si je dois commencer une nouvelle carrière à zéro, je ferais quoi? Je me suis dit, travail social. Et donc, il a fallu recommencer tout à zéro, préparer même les examens d'admission pour l'université à Madrid. Et j'ai commencé mon bac en travail social. Rapidement aussi, quand j'étais admise au programme, je savais que je voulais avoir une expérience Erasmus. Là-bas, ce sont des échanges universitaires. C'est très, très courant en Europe. Et puis, mais je me suis dit, je vais le faire la dernière année parce que ça se peut qu'à ce moment-là, je vais vouloir avoir un autre défi. Et donc, mais je voulais quand même compléter mes études. Et c'est ça que je fais la dernière année en travail social. Je suis allée le faire à Amsterdam. Et puis c'est là-bas où j'ai rencontré un Québécois en fait.
qui est aujourd'hui mon mari, le père de mes 12 enfants. Et donc, je dirais qu'à la base, mon déménagement au Québec, au Québec a été beaucoup lié à des questions sentimentales. Okay. Et je ne regrette pas du tout. Ouais. Joséphina, on arrive à l'automne 2020 et on entame donc la dernière année là, du mandat de l'élection municipale de 2017. Comment ça se passe pour toi en politique? Quel constat tu peux faire de ton expérience de conseillère d'arrondissement après les 3 premières années? Mais le premier constat que je fais, c'est que j'adore, que c'est un travail sans arrêt. On pourrait travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis je peux pas dire qu'on le fait comme ça, mais qu'on travaille beaucoup, oui. Et c'est mon premier mandat, donc j'ai la chance d'être entourée d'une équipe expérimentée, très très passionnée, dans laquelle chacune aussi a des dossiers très spécifiques pour lesquels il travaille et il pousse. Donc ça m'a aidé énormément. Mais je dirais que aussi ces premiers mandats, je me sens un peu comme un médecin généraliste. J'aime ça. On touche à beaucoup de dossiers. Puis bon, vu que je suis pas non plus conseillère des villes, c'est pas non plus que oui, je porte certains dossiers, mais c'est pas non plus moi l'élue responsable à l'hôtel des villes. Mais je trouve que c'est très formateur parce que je peux parler avec les citoyens des poubelles, on peut parler de développement social, on peut parler d'itinérance, on parle de culture, on parle d'environnement. Et donc, je trouve que c'est très très formateur. Et dans mon cas, vu que je ne viens pas d'ici, que j'arrivais à la fin de ma vingtaine, ça demandait beaucoup d'énergie parce que ça fait en sorte que je dois rencontrer beaucoup de gens que je ne connaissais pas. Et donc, bien sûr, mon implication, puis tout à l'heure, tu me demandais comment je me suis impliquée peut-être en politique, mais ça a commencé en tant que citoyenne qui s'impliquait dans différentes causes de façon bénévole, dans différents conseils d'administration. Ma curiosité d'être immigrante, d'habiter dans une 4e ville et de savoir comment ça fonctionnait le système de santé, le système d'éducation. Donc, puis je pense que cette curiosité en tant que travailleuse sociale aussi, ça fait en sorte que je me suis impliquée beaucoup localement. Puis de cette façon, j'ai commencé à rencontrer les différents conseillères et conseillères du plateau. Et ça m'a bouleversée voir comment eux étaient proches et à la côte des citoyennes. Mes références de l'Argentine, c'est pas ça du tout. Donc là, je dis, oh, c'est possible. Ah, mais en fait, ils font de la politique comme j'y crois. Et voilà, le processus est commencé à ce moment-là. Joséphina, je lisais un article qui parlait de toi là, pendant que j'étais en train de préparer un peu notre enregistrement d'aujourd'hui. C'est un article qui était paru sur le site internet hispanophone.ca en novembre 2019. Et dans cet article, il est dit que la première fois que tu as ressenti de la discrimination à ton égard, c'était à Madrid, alors que tu cherchais un appartement. Tu étais alors âgé dans la vingtaine. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette histoire vécue-là? Tout à fait. En fait, c'est ça, j'étais à la recherche d'un appartement, puis j'appelle le monsieur pour demander si l'appartement était disponible. Le monsieur gentiment m'a dit non, il n'est plus disponible, merci, mais je remercie. Puis quand je coupe la communication, mon patron de l'époque était là, puis je dis, tu sais quoi, j'ai la sensation en fait que c'est pas vrai. Puis je sentis en fait une certaine hésitation quand il a entendu mon accent. On peut en comprendre que c'est un peu comme le Québec et la France, l'Argentine, l'Espagne, on a des accents très très différents quand on parle, puis c'est facile à identifier. Puis lui, qui n'était pas content du tout d'entendre ça, il m'a dit, je vais appeler, puis je vais poser la question. Donc 5 minutes plus tard, il appelle avec son accent espagnol, puis l'appartement était disponible. À ce moment-là, il a coupé, puis il m'a dit, veux-tu que je le loue pour toi? Je dis, non, ça fait aucun sens. Je n'irai pas en place payer mon argent en place. Donc, à la base, la personne ne veut pas rien savoir de moi. Je dis, ça fait aucun sens.
ça ne m'a pas traumatisée, mais ça a été une première fois. C'est clair qu'il m'arrivait quelque chose comme ça. En l'Argentine, je pense qu'avec avec toute perspective, on peut se rendre compte que peut-être on est chez nous, on fait partie d'un certain groupe privilégié. Puis, je ne peux pas dire que ce sont des situations que j'avais vécues. Puis, ceci dit, j'avais même effacé peut-être cette expérience, mais je me suis rappelé d'une autre expérience qui m'est arrivée ici, même dans le plateau Mont-Royal. Je me suis dit, peut-être, je vais la partager. C'était à l'époque où j'avais déjà mes 2 enfants. Le premier allait déjà à la garderie, mais sa garderie allait fermer. Donc, il fallait absolument que je trouve une autre place pour lui parce qu'il avait une routine, il avait une habitude, il avait ses amis. Et donc, bien sûr, j'étais inscrite à la place 05 ans, je faisais la tournée des garderies dans le plateau Mont-Royal. Et à ce moment-là, je passe devant une garderie où je reconnais la propriétaire qui est à l'extérieur avec quelqu'un d'autre. Donc, je pose la question s'il y avait la place pour un enfant de 3 ans. Puis elle me dit non, mais elle me réfère tout de suite au site internet. Puis je dis bon, parfait, merci. Puis je pose la question, je dis mais en fait aussi, il y a 2 autres amis de mon enfant qui ont 4 ans. Est-ce que vous savez la place pour ces enfants-là? Elle m'a dit non, madame, vous pouvez aller sur le site internet. Bon, parfait. Mais la vie a voulu que mes amis, qui avaient des enfants de 4 ans, connaissaient quelqu'un qui était déjà à cette garderie. Puis on posait la question. Puis en fait, oui, pour ces personnes-là, cette madame avait la place pour les 12 enfants de 4 ans. Et mes amis ont dit, mais on a aussi un enfant de 3 ans, c'est l'ami, est-ce que vous auriez la place? Puis c'était, mais oui, bien sûr, venez nous voir demain matin. Et donc, ça m'a créé énormément de frustration, de confrontation, de dire, est-ce que je vais accepter cette place? Je vais aller payer aussi un prix très cher qui était pour nous à l'époque et laisser une des choses plus précieuses dans ma vie. J'étais dans un conflit de valeurs. Donc, je ne peux pas vous dire quand la madame m'a vu arriver avec mes 2 amis, puis elle a compris qu'on était tous ensemble. Elle ne trouvait pas la façon dont élégante de s'excuser. Ça a été très, très gênant pour elle. Avec beaucoup d'hésitation, on a pris cette place pendant quelques temps. Mais la journée où j'ai eu un appel d'une CPE Les Ateliers, je peux vous dire que j'ai sauté sur cette opportunité. Dès que je suis rentrée, je me sentais chez moi, ça me rassemblait, les valeurs, les lieux. Puis c'est là-bas, en fait, une de mes premières implications citoyennes. Je me suis dit tout de suite, j'ai envie de faire partie de ces conseils d'administration. Et j'étais au conseil d'administration pendant 3 ans. Donc, je pense qu'au bout du compte, ça a été positif parce que j'ai pu que tirer. Ça m'a donné plus de force de dire non, c'est pas vrai, j'ai trouvé ça injuste. Donc, voilà. Mais des fois, je pense qu'aussi on peut faire du déni parce que c'est une expérience que j'avais laissée quand même derrière. Ouais, je comprends. Puis ça force à prendre à se placer dans une position de faire des choix de valeur un peu, parce que c'est un peu la même cas de figure que le premier exemple dont tu me parlais à Manotte pour l'appartement, parce que peut-être à cette fois-là, tu avais un peu plus la possibilité d'attendre d'avoir un autre logement, tandis que, je sais pas, à Montréal, avoir une disponibilité en garderie, il n'y en a peut-être pas beaucoup. Puis bon, je trouve ça intéressant. Joséphina, au début de l'été, le sujet du racisme systémique dans l'actualité a soulevé des passions. Ça a suscité aussi un débat de société d'envergure, mais personnellement, j'ai eu l'impression à plusieurs reprises que la notion était peut-être mal comprise par certains. L'exemple le plus éloquent qui me vient à l'esprit, c'est celui du premier ministre François Legault qui, au début du mois de juin cette année, refusait de reconnaître qu'il y avait de la discrimination systémique au Québec en affirmant, et je cite, il n'y a pas de système pour discriminer au Québec. Dans les jours qui ont suivi, alors que François Legault était talonné par les médias sur le sujet, il a nuancé ses propos en affirmant qu'il y avait plusieurs définitions du racisme systémique. Mais c'est faux. Le racisme systémique, c'est un concept qui existe, qui est quand même clair. Donc, pour commencer, j'aimerais peut-être qu'on prenne le temps de bien expliquer
qu'est-ce que c'est que le racisme systémique pour les auditeurs et en quoi il ne s'agit ni d'un système mis en place pour discriminer, ni d'une notion qui sous-entend qu'une société serait raciste, parce que c'est pas ça non plus. Non. En fait, je pense qu'il faut penser toujours à ces rapports des forces qui s'établissent dans des sociétés, d'une majorité versus des formes minorités, voulues ou pas voulues, conscientes ou moins conscientes. Je pense que si je te pose la question, Guillaume, es-tu une personne raciste? Tu vas me dire non, mais on a tous des angles morts, on a tous des préjugés, on a tous des stéréotypes et des fois ça devient inconscient, ça devient dévié et on ne se rend pas compte. Donc, je pense qu'il ne faut pas oublier, aller en arrière, penser au colonialisme, penser à l'esclavage, penser à la façon dont certains immigrants ont été traités dans l'histoire et ça amène des inégalités. Et ça fait en sorte que les différents systèmes sont plus réfléchis, pensés selon la façon de voir les choses d'une majorité. Et je pense qu'on peut le voir quand on regarde l'accès à l'emploi, à l'éducation, au logement. Aujourd'hui, un tiers de la population montréalaise s'identifie dans différents groupes de la diversité. On peut parler des groupes racisés, des minorités ethniques et culturelles, des groupes LGBTQ+. Donc, je pense qu'il faut être conscient. Je pense que ça aussi les sociétés évoluent et donc les besoins évoluent et on peut faire en sorte que certains angles morts, on continue à les traîner. Et ça mérite, à mon sens, beaucoup d'humilité, de faire un stop, de faire cette analyse et de les reconnaître. Si on ne commence pas pour reconnaître un problème, pour les nommer, on ne va pas pouvoir, en tant que société, trouver des solutions structurantes puis s'en sortir. Donc, pour moi c'est ça. C'est pas pour s'enlever de la responsabilité. Je pense que ce sont des réalités qu'on peut observer dans plein de villes du monde. Puis je pense que c'est intéressant. On le sait que depuis des années, il y a des groupes, il y a des citoyennes, des groupes de la société civile qui l'expriment, qui le disent. On le sait que ça a été documenté à différents moments dans la dernière décennie par différentes commissions, différents rapports. Et là encore, cette année, je pense qu'on doit prendre acte de ces rapports qui est sorti, qui est très frappant. Puis je pense qu'ils viennent à faire un état d'une situation, d'une grande participation citoyenne à des institutions, des associations. Et ces rapports arrivent à des conclusions qu'on ne peut pas les nier, qu'on doit prendre acte, puis on doit agir en conséquence. Je vais y revenir dans quelques instants à ce fameux rapport. Mais avant, j'aimerais te poser la question, quelles sont les répercussions de la discrimination systémique au sein d'une société si on n'intervient pas pour réduire ses effets? Mais je pense que les répercussions, c'est qu'on continue à perpétuer les inégalités sociales. Et je trouve ça inacceptable, tout simplement. Je pense que ce qu'on fait, c'est qu'on continue à approfondir des inégalités existantes qui, encore une fois, sont documentées, sont nommées. Et je vais croire que je fais partie de cette société qui veut changer, qui veut travailler pour, en fait, réduire et faire un jour que même on n'aille pas ces inégalités. Le 15 juin 2020, l'Office de consultation publique de Montréal, l'OCPM, a déposé le rapport sur le racisme et la discrimination systémique à la Ville de Montréal, donc le rapport dont tu faisais mention il y a quelques instants. L'OCPM a été mandaté de mener une consultation sur le sujet suite au dépôt d'une pétition de 22 000 signatures, recueillies seulement en 3 mois par un collectif formé d'individus et d'organismes. Les porte-paroles de ce collectif
se disait alors préoccupé là, par une série de sujets, là, notamment l'absence d'une politique municipale de la lutte contre le racisme et la discrimination systémique, la disparité raciale au niveau du chômage et de la pauvreté à Montréal, la criminalisation disproportionnée et l'iniquité de traitement là, dans le système de justice municipal, la disparité d'accès aux ressources sociales, sportives et culturelles et le manque de représentativité politique des minorités racisées et des Autochtones à Montréal. Joséphina, qu'est-ce qui explique qu'on en soit à un niveau de disparité et d'inéquité raciale à ce point-là à Montréal? On parlait tout à l'heure, puis on disait que c'est pas nouveau. On entend depuis longtemps parler les gens, les organismes de la société, les citoyennes, les associations civiles. Ceci dit, j'ai la sensation quand on parlait aussi d'angle mort, je pense, puis on le lisait aussi d'ailleurs dans les rapports, que Montréal a mis beaucoup aussi d'accent sur l'accueil des nouveaux arrivants, sur l'intégration, et c'est très bien, et je pense que c'est très très correct. Du côté de racisme et discrimination systémique, mais peut-être que la question d'avoir, puis on le voit d'ailleurs dans les recommandations, d'avoir des responsables politiques et administratifs, de se donner des cibles, de se donner des cibles et de dire il faut atteindre ces cibles. Et donc, je pense qu'à ce niveau-là, il y avait plus on n'avait pas ces cibles, il y avait plus un flou. Et donc, je trouve très intéressant les recommandations qui vont dans ce sens-là. Et d'ailleurs, on a vu tout de suite à la sortie du rapport agir la mairesse, prendre acte pour commencer à reconnaître les phénomènes et par la suite prendre acte de ces recommandations et dire oui, on va nommer un responsable au niveau administratif, au niveau politique et au comité exécutif de la Ville de Montréal. Et oui, donc les gens vont être imputables, puis on doit se donner des cibles et obtenir des résultats. Et je pense qu'à ce niveau-là, les recommandations du rapport de l'OCPM étaient très, très intéressantes. Le racisme systémique a beau avoir surfé sur l'actualité ce printemps. Le phénomène, il n'est pas nouveau en lui-même. Comment ça se fait que les choses stagnent à Montréal par rapport à cet enjeu-là? Mais je pense que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'effet d'avoir beaucoup, on a des plans d'action, les intentions sont bonnes, puis d'ailleurs c'est quelque chose aussi qui s'est reconnu dans les rapports, mais pour des suivis serrés, pour des objectifs, mais on doit avoir des cibles, on doit atteindre des résultats, et quand on se dit, on a des cibles, on cherche des résultats, mais ça nous amène à revoir les procédures. Est-ce que dans ces plans d'action, est-ce que j'ai des angles morts? Est-ce que quand je parle de telle action, est-ce que je suis en train de laisser peut-être de côté un certain groupe? Ça me rend compte, évidemment, pas de façon consciente. Et je pense que cette façon de penser nous amène à voir justement qui on est en train de laisser derrière. Et donc voilà, je pense qu'il faut regarder ces angles morts à partir de cibles et de l'obtention des résultats qu'on veut se donner. La démarche de consultation de la population a duré environ 1 an et demi et elle s'est conclue là, par un rapport de l'OCPM de 250 pages. Le rapport fait état de 11 constats, dont je ne ferai pas la lecture là, parce que ce serait un petit peu long là, peut-être pour les auditeurs, là, mais en plus de ces 11 constats, l'OCPM a également soumis 38 recommandations à la Ville de Montréal. Même s'il se veut constructif, il faut reconnaître que le rapport écorche peut-être un petit peu là, la Ville de Montréal. Joséphina, comment on vit ce genre de rapport en tant qu'élu? Je pense que d'abord, la première attitude à avoir, c'est une attitude d'écoute, de prendre acte. Tu viens de le dire, le rapport a mobilisé énormément de gens, énormément d'associations. Ça,
c'est un rapport qui a pris du temps, qu'on attendait tous et toutes. Et donc, je pense qu'il faut prendre acte, il faut écouter et il faut avoir une attitude humble, mais il faut agir évidemment. Il faut prendre au sérieux les recommandations. Et je le disais tout à l'heure, je suis très très fière de l'attitude de la mairesse, justement de commencer tout de suite après la sortie du rapport à prendre en place les premières recommandations. La première, reconnaître l'existence du racisme systémique. Et entre les premières recommandations aussi, de mandater le directeur général de la ville de Montréal pour que cet automne, on puisse avoir quelqu'un du côté de l'administration, un commissaire qui va être le responsable du dossier, et de mandater quelqu'un du côté politique, ma collègue Cathy Wong, au sein du comité exécutif pour tout ce suivi. Je trouve ça déjà très très intéressant. J'ai beaucoup de confiance dans ma collègue qui va mener les dossiers, et certainement j'attends avec beaucoup d'intérêt à suivre les annonces que normalement on devrait avoir dans les semaines à venir concernant les postes commissaires, et comment à partir de là plusieurs autres recommandations vont être suivies pour justement atteindre des objectifs et qu'on puisse améliorer. Pour le prochain sujet que je vais aborder, le rôle des élus versus le rôle des employés de la fonction publique, j'aimerais citer une partie du deuxième constat là, du rapport de l'OCPM qui se lit comme suit. La Commission constate que l'action en matière de lutte au racisme et à la discrimination systémique est éparse à la Ville de Montréal, rendant difficile l'atteinte de résultats. La culture de données différenciées est inexistante et l'évaluation semble déficiente. Il n'y a ni un pendant administratif, ni un pendant politique qui est responsable et imputable de l'atteinte de résultats. Joséphina, mener un changement à propos d'un phénomène social qui est ancré comme celui du racisme systémique, c'est complexe. Comment on peut s'assurer qu'un tel rapport soit bel et bien pris en considération et qu'il ait un réel impact en termes d'action publique éventuellement? Oui. Je pense que suite à la sortie du rapport, on a vu tout de suite réagir la mairesse, et ça répondait déjà aux premières recommandations que je trouve très très intéressantes. D'abord, reconnaître l'existence du problème au sein de l'administration publique. La Ville de Montréal est un grand employeur, et évidemment, je suis d'accord qu'on devrait être exemplaire dans notre façon de faire, dans notre pratique. Et donc, dans les recommandations qui suivent, il y a la recommandation évidemment d'avoir un responsable politique au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, chose que la mairesse a fait aussi presque tout de suite. C'est Mme Cathy Wong qui a pris cette grande responsabilité. J'ai pleine confiance en elle. Et par la suite aussi, mandater la direction générale de la Ville de Montréal pour mettre en place du côté administratif les postes d'un commissaire qui va chapeauter toute question concernant la discrimination et racisme systémique. On l'a déjà en matière d'itinérance, on l'a déjà en matière d'autochtonie, et donc il faut avoir cette personne responsable, imputable, il faut lui donner les moyens pour arriver à poursuivre, à mettre en place plusieurs des recommandations qui sortent de ces rapports. Et donc là, je pense qu'il va falloir donner un certain temps pour qu'on commence à voir les actions et par la suite les résultats qu'on espère tous et toutes. D'ailleurs, je pense à la recommandation pour avoir un responsable administratif. Ces mandats étaient prévus pour avoir plus de nouvelles cet automne. Donc, je m'attends d'avoir aussi des nouvelles dans les semaines à venir, dans les mois à venir, concernant ces mandats qui a été confié à la direction générale de la Ville de Montréal. Face à un enjeu là, comme celui du racisme systémique et du manque de diversité au sein de nos institutions,
c'est quoi les rôles et les liens entre le politique, donc les élus, et l'administratif, donc les employés de la fonction publique? Mais justement, j'ai trouvé intéressant, évidemment, avoir des responsables des deux côtés parce que je pense que les deux vont ensemble. Il va y avoir du côté administratif, on a des plans d'action, il faut le voir aussi de façon transversale. D'ailleurs, c'est la question de racisme et discrimination systémique. Et donc, même quand on passe à travers les recommandations du rapport, on se rend compte qu'on a ces recommandations de façon transversale. Et donc, avoir une personne responsable va faire en sorte que ça va être plus facile de voir atteindre des résultats. Les responsables politiques doivent travailler en étroite collaboration avec cette personne pour la rendition des comptes, pour arriver. Et donc, je vois des façons, on ne peut pas les dissocier. Les deux sont nécessaires et on doit tous travailler dans la même direction. Dans le cadre du rapport de l'OCPM, c'est spécifiquement le cas de la ville de Montréal qui a été mis en cause. Mais il faut reconnaître que le racisme systémique, il y en a dans d'autres villes. Il y en a aussi au sein d'autres institutions, tout comme il y en a dans le milieu communautaire. Par ailleurs, on compte environ 8000 organismes communautaires dans la province du Québec. C'est un secteur qui crée plusieurs milliers d'emplois dans la province. Le racisme systémique, c'est donc l'affaire de tous. Joséphina, comment peut-on travailler ensemble, autant les acteurs du milieu institutionnel que des milieux communautaires, afin de lutter contre le racisme systémique, selon toi? C'est une question qui va au-delà du rapport comme tel, puis de la Ville de Montréal. Oui, mais je pense que, en première, je disais tout à l'heure que je pense que la Ville de Montréal et toute institution publique ont le devoir d'être exemplaires dans ces pratiques. Et donc, je pense que déjà là, quand on réussit à s'améliorer, mais ça doit inspirer les milieux communautaires, les milieux des affaires, parce que ce n'est pas correct. On ne peut pas accepter des pratiques discriminatoires et racistes, des angles morts. On a tous ce devoir de révision, d'amélioration. Donc je pense que déjà, quand on voit que nos institutions publiques réagissent, mais ça doit inspirer les autres. Et oui, évidemment, dans les milieux communautaires, dans les milieux syndicaux, dans les milieux, on est conscient qu'il y a aussi des biais, qu'il y a des angles morts. Et donc, j'espère que quand on a des liens forts, mais qu'on peut s'inspirer puis qu'on peut travailler ensemble. Que quand par exemple, on pense à des conseils d'administration des organismes communautaires, est-ce qu'on se pose, on a le réflexe de se poser la question si mes conseils d'administration est représentatif de la population montréalaise? Ou est-ce que j'ai aussi des angles morts par rapport à ça? Est-ce que dans mes employés, je suis représentatif dans mes processus d'embauche? Comment ça se passe? Donc, je pense qu'effectivement, le rapport ça vise beaucoup des pratiques de la Ville de Montréal, mais on devrait pouvoir, en tant que société, extrapoler beaucoup de ces recommandations pour que ça nous amène à une réflexion véritable et honnête de notre propre pratique et de se questionner comment moi, en tant que travailleur du milieu communautaire, travailleur dans le milieu syndical, travailleur dans le milieu privé, entrepreneurial, comment est-ce que j'ai des angles morts, puis comment je peux améliorer et changer cette situation. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que un rapport comme celui qui a été déposé par l'OCPM avec ses 38 recommandations, il y a très certainement des recommandations qui vont être pertinentes aussi à reprendre dans d'autres milieux. Je crois que c'est pas normal. Puis il y a des études qui le démontrent clairement que, par exemple, à CV égal, qui contient exactement les mêmes informations, si on fait seulement changer le nom, exemple, je prends l'exemple du Québec, mais c'est pas seulement taper sur la tête des Québécois, des Québécoises, canadiennes, françaises. Mais parce que c'est un phénomène qui existe ailleurs aussi, mais si on fait seulement changer le nom avec, disons au Québec, avec un nom qui a moins une consonance canadienne-française, disons, là, on le sait, puis
en termes de pourcentage, ce CV-là a plus de chances d'être écarté. Je suis pas convaincu que les gens le font consciemment non plus. Donc, c'est là qu'on est dans une dynamique de discrimination qui est systémique. Et je pense que c'est une belle réponse que tu nous amènes là, de voir ce type de recommandation-là, puis comment la Ville de Montréal, comme institution qu'elle est, elle pourra aussi là, influencer pour des bonnes pratiques dans d'autres milieux aussi. J'ai souvent un exemple. De plus en plus, on parle des parités dans les conseils d'administration, dans la représentation politique. C'est une bataille menée depuis plusieurs années. Selon moi, ce n'est pas un acquis encore, parce que si on doit continuer à parler autant, ça veut dire que ça peut être fragile. Mais je trouve ça intéressant. On est de plus en plus convaincus en tant que société de regarder cette balance des pouvoirs. Mais bien, je me demande, avec la diversité, quand on voit qu'un tiers de la population s'identifie dans un groupe, quand on parle d'un groupe de diversité, mais c'est ça aussi, c'est donner des cibles. C'est ça à regarder. Est-ce que j'ai ma parité en tant qu'homme-femme? Est-ce qu'au niveau de la diversité, je suis aussi représentatif? Et je pense qu'on est rendu là à... Peut-être la question, on ne se la pose pas aujourd'hui de façon automatique, mais c'est de faire cet effort, puis c'est la poser, reposer, pour sortir de cette zone des fois de confort et dire, mais quand des fois je dois référer des gens, est-ce que dans ma liste, dans les 10 personnes que je suis en train de référer, est-ce que ma liste est représentative ou non? Puis je suis certaine, si on prend un petit pause, un pas de recul, on va être capable de se dire, mais peut-être que non. Donc peut-être ça va me prendre un petit peu plus longtemps, mais je suis certaine qu'on est capable d'aller voir dans notre réseau ou de demander à d'autres. Il faut sortir de sa zone de confort, je pense. Joséphina, il nous reste quelques minutes là, avant la fin de l'émission. Quels sont les événements ou les dossiers qui s'en viennent pour toi au cours de la 4e année de ton mandat de conseillère d'arrondissement pour le district de Lorimier? Oui, c'est clair qu'il y a un dossier qui me tient à cœur, c'est le réaménagement du parc des Compagnons. Cet été, on était en consultation publique, bien évidemment, en consultation qui ont dû s'adapter au contexte COVID. On avait tout un plan d'ateliers, de rencontres à plein de partenaires, des citoyens, des institutions, puis on a dû s'adapter, évidemment. Mais l'année prochaine, on devrait commencer à voir aussi plus les résultats de toutes ces consultations. Donc, j'ai hâte à suivre ces dossiers. On a aussi un dossier qui est très, très attendu pour les gens qui habitent dans le secteur de la rue Gauthier, le réaménagement de cette rue. Donc, j'ai hâte de voir se concrétiser ce projet qui date d'un certain temps. Et c'est clair que autant Marianne Giguère, ma coéquipière, comme moi, on suit de très très près les dossiers qui nous sont très chers, qui posent, que les résidents suivent aussi beaucoup. C'est le dossier de la caserne 26. On ne peut pas se cacher que c'est un dossier qui date de longtemps, qui a vu beaucoup de difficultés. Et donc aujourd'hui, on se retrouve en projet, en reconstruction. La caserne n'est plus là. Et donc, c'est un dossier qu'on va suivre de très très près avec la ville-centre, bien évidemment. Par la suite, il y a certains dossiers que peut-être je vais garder une petite chaîne parce qu'on doit suivre l'avancement de ces dossiers, mais je pense que ça va être une année très très occupée, puis on ne va pas s'ennuyer. Super. Joséphina, je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour discuter du racisme et de la discrimination systémique. C'est moi qui te remercie.